Bonsoir à toutes et à tous. On va pouvoir commencer à l'heure. Donc, en l'absence de M. Compin, le maire, j'ai la responsabilité de mener ce premier conseil après celui d'installation du 20 mars. Alors, je vais d'abord faire l'appel, même si je sais qu'on a largement le quorum. Donc, M. Blouin, Jean-Yves présent, Mme Cadugal, Isabelle présent. Donc, j'ai le pouvoir de M. Compin. Coquelin, Claudine. Présent. Ferron, Manuela est absente, parce qu'elle est à l'agglomération Saint-Malo Aglo pour le conseil d'installation d'Aglo, avec monsieur le maire et avec Guillaume Mousson. Donc, vous ne pouvez pas être aux deux endroits en même temps. Donc, Manuela a donné son pouvoir à Nadia Diarra. Martine Fortin, garçon Daniel, moi-même. Georges Michael, Roger Hubert, présent. Dédé David, présent. Massé Jean-Yves, oui. Massé Sandra, présent. Martin Sylvie, présent. Michel Nathalie, présent. Mousson Guillaume, donc, il a donné son pouvoir à Massé Sandra. Poinceau Léonore, présent. Robidou Madeleine, présent. Renan Pierry, présent. Sor Lucie, présent. Stern Daniel, présent. Tertrais Nadia, présent. Violand Gisèle, présent. Simon Mathieu, présent. Urpéan Sylvie, présent. Alors, Richard Joucan est absent. Il a donné son pouvoir à Mathieu Simon. Monsieur Houlen est absent. Il est en déplacement. Alors, Monsieur Chenard-Guillaume, qui est sur la liste officielle, si je peux dire, comme il est démissionnaire en date du 7 avril, et qu'il avait donné son pouvoir à M. Houlen, dont son pouvoir ne tient pas, on tient compte de sa démission. Par contre, à une journée près, on n'a pas pu rattraper Madame Flavie Grébert, qui arrive juste après sur la liste de M. Martin. Donc la prochaine fois, dès demain, on va lui envoyer un courrier pour lui dire qu'elle est conseillère municipale, sauf si elle nous envoie un courrier de démission, et après on sera obligé de demander au suivant. Donc on a largement le quorum. Donc je déclare la séance ouverte. Comme secrétaire, Sandra veut bien faire l'office de secrétaire de séance. Donc il n'y a pas de responsabilité particulière, si ce n'est pour chaque délibération de noter, quand ce n'est pas à l'unanimité, de bien noter les pour, les contre, les abstentions. Je rappelle vite fait l'ordre du jour. Donc on a quand même 17 délibérations, quand même. Les deux premières sont l'approbation des deux conseils municipaux précédents. La troisième, c'est les finances impôts locaux 2026. La numéro 4, renouvellement de la convention partenariat avec l'Aglo Saint-Malo pour les transports en commun. La numéro 17, donc la cinquième de ce soir, c'est le droit des sols avec Saint-Malo Aglo. En sixième, avenant à la convention d'adhésion au Conseil d'architecture et d'urbanisme d'IGN. Ensuite, c'est le renouvellement de la convention pluriannuelle avec le centre nautique de Rennes et de Reims. Ensuite, c'est la convention de mise à disposition du terrain synthétique et ses équipements du stade Jean-François II avec le district de football d'Ille-et-Vilaine et la Ligue de football de Bretagne. Après, matière d'urbanisme, il y a la déclaration d'intention d'aliéner d'une parcelle. En autre question d'urbanisme, une demande d'acquisition d'une partie de la parcelle ZK 58. Toujours en urbanisme, cession de 29 lots à bâtir pour le Cloratel, en remplacement d'une délibération plus ancienne de 2025. En
En ressources humaines, création de 3 emplois permanents à temps complet en catégorie C. Le tableau des effectifs des emplois permanents. L'état récapitulatif 2025 et les indemnités des élus. L'indemnité de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués. La création de la commission finances. Et en dernier, l'indemnité d'éviction terrain rue d'Abat pour au profit du GAEC de Montlois. Et en tout dernier qui est sur la table, juste pour rappel et pour prise de position officielle, la désignation officielle non seulement des adjoints et des délégués, mais surtout des matières dans lesquelles ils ont délégation du maire. Avant qu'ils signent les arrêtés demain. J'en arrive au premier sujet de ce soir, l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 30 janvier 2026. Alors, c'était le dernier de la mandature précédente. Il y a seulement présent ce soir une minorité de gens qui étaient présents en tant qu'élus à ce conseil. Donc, j'espère que vous avez eu le temps de prendre connaissance. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des observations à faire valoir par rapport à ce procès-verbal? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent de voter sur ce sujet? Oui. Alors, Mathieu, Sylvie. Et alors, ça fait 3 avec Richard. Il n'y a pas d'abstention, pas de compte. Oui, pardon. Oui. Donc, par différence, on aura le nombre de comptes. Parce qu'on est sur 27, donc il y a M. Chenard en moins, donc ça fait 26. Sur 26, on est donc, il y a 4 pouvoirs, donc il y a 22 présents. Et donc, sur les 26 présents, si je peux dire entre guillemets, avec les pouvoirs, on a donc 3 abstentions et donc 23 pour. Il y a M. Oulet 23 pour, oui. Sinon, ça dépasse 22, c'est là. M. Ah oui, ce que je dis, oui. On passe à la délibération suivante, l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 20 mars 2026, qui était le conseil municipal d'installation, avec le vote du maire, des adjoints et le nombre d'adjoints. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ça? Est-ce que tout le monde est pour? Donc, vote à l'unanimité. Le troisième sujet, c'est le numéro 15, en matière de finances, impôts locaux 2026. Alors, je rappelle, et j'aurai l'occasion de revenir quand ce sera le moment du budget, que le produit fiscal de la commune résulte de l'application de taux aux bases nettes d'imposition, lesquelles évoluent chaque année en fonction non seulement de la croissance de la matière imposable, mais également de l'incidence de mesures législatives au niveau national. Le conseil municipal vote de ce fait chaque année les taux des impôts locaux, conformément aux articles 1636b sexies à 1636b undecies et 1639a du Code général des impôts. Je rappelle également que l'ensemble des recettes fiscales de la commune est composé par la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une partie importante. De la taxe d'habitation sur les seules résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. La commune poursuit le gel des taux conformément à l'engagement pris de maîtriser la fiscalité. Il est donc proposé à l'Assemblée de maintenir les taux 2026 au niveau de ceux de 2025. Donc, pour rappel, en matière de taxe foncière bâtie, le taux est de 37%. Pour le taxe foncière non bâtie, de 44,55%.
Et pour la taxe d'habitation, 14,42%. Le conseil municipal est invité à valider les taux d'imposition tels que présentés ci-dessus et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents à intervenir. Alors, dans la pièce jointe, c'est l'annexe numéro 3. Vous supprimez la mention avenant numéro 1 à la convention, parce que là, c'était un copie-coller malchanceux. Et l'annexe 3, c'est... Alors, on n'a pas fait de vidéo ce soir parce qu'il n'y avait qu'une seule chose à montrer, mais j'aurai l'occasion de le présenter plus tard. C'est l'état que la commune reçoit de la part de la DGFiP, qui donne le montant des bases prévisionnelles dans chaque taxe. Ces taxes prévisionnelles sont calculées à partir des bases définitives de l'année antérieure, sachant pour mémoire et par expérience que les bases définitives de chaque année qu'on connaît seulement à l'automne, quand on reçoit les feuilles d'impôt, sont toujours supérieures aux bases prévisionnelles. Alors, juste pour vous donner un ordre de grandeur, les documents vous sont transmis sous forme dématérialisée. Alors, si pour les prochaines séances, il y a des gens parmi vous qui préfèrent recevoir sous format papier, vous le dites, de façon à ce que vous les imprimez en mairie. Soit les annexes, soit simplement les projets de délibération. Donc, normalement, l'état 1259, là, vous l'avez reçu sous forme dématérialisée avec les pièces jointes. Je pense que c'est le cas de tout le monde. En taxe foncière sur le bâti, juste pour vous donner un ordre de grandeur et d'importance des bases d'imposition, en 2025, on avait 3 845 728 de bases effectives, définitives, et en 2026, on prévoit 3 924 000, soit une progression de plus de 2%, qui dépasse largement le taux de majoration annuelle forfaitaire appliqué au niveau national. En matière de taxe foncière sur le non-bâti, on avait une base définitive de 192 246 en 2025 et en 2026, on prévoit simplement 193 800. Et en taxe d'habitation, que pour les résidences secondaires, je rappelle, 234 682 en 2025 et en 2026, donc là, c'est à la baisse, 229 200. Parce qu'a priori, il y a eu pas mal de dégrèvements de fait en 2025 sur certaines impositions de résidence secondaire, et donc c'est corrigé. Ce qui nous fait un total produit de référence, donc les bases prévisionnelles 2026 multipliées par les taux d'imposition, donc 37% pour le bâti, 44,55% pour le non-bâti et 14,42% pour la taxe d'habitation, ce qui nous fait un total de recettes de 1 571 269 € en recettes brutes. Sachant qu'on a également, en dehors de ces impôts locaux, on a la taxe sur les pylônes qui rapporte à la commune 66 440 € chaque année. On a les allocations compensatrices à hauteur de 147 140 € qui s'ajoutent. On a également un fonds de garantie nationale 13 253. Et on a par contre l'effet du coefficient correcteur par rapport à la taxe foncière bâtie, qui est la conséquence de la suppression de la part départementale de taxe foncière bâtie en 2021 au profit des communes. Et pour la commune, ça fait donc une soustraction de 72 973 €. Ce qui fait qu'au total, aux 1 571 269 € que je vous ai annoncé au début, on ajoute en net 153 860 €. Ce qui fait un total de recettes fiscales attendues d'1 725 129 €. Et on aura l'occasion d'y revenir quand ce sera le vote du budget. Est-ce qu'il y a des questions? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc vote à l'unanimité.
Vient ensuite la délibération relative au renouvellement de la convention de partenariat fixant les modalités de coordination de la sûreté dans les transports en commun de l'agglomération de Saint-Malo. Les services de police et de gendarmerie nationale, les services de police municipale de certaines communes, dont Mougnac-Morvan, Saint-Malo Agglomération et Transdev SMA Mobilité, exploitant du réseau MAP, mettent en place un partenariat ayant pour but de consolider et de conforter les liens existants en termes d'échange d'informations et d'actions conjointes sur les réseaux de transport, avec pour objectif d'améliorer la sûreté et le sentiment de sécurité de ses voyageurs et de ses personnels. Donc, ce partenariat prend la forme d'une convention multipartite signée par toutes les parties prenantes à ce partenariat. La dite convention arrivant à son terme, il convient de la renouveler. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la convention de partenariat précédemment signée, vu la convention de partenariat proposée, considérant la nécessité de coordination entre les différents services de protection civile afin d'assurer la sécurité dans les transports en commun de l'agglomération, le Conseil municipal est invité à approuver le renouvellement de la convention et d'autoriser M. le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on va passer au vote? Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Vote à l'unanimité. Toujours par rapport à l'agglomération, le service commun du droit des sols, avenant numéro 1 à la convention avec les communes. Lors de la séance du 11 décembre 2025, la délibération relative à l'avenant numéro 1 à la convention portant organisation du service commun droit des sols a été approuvée à l'unanimité par le conseil communautaire. Cette délibération propose de diminuer une partie des charges afférentes au salaire de la directrice et d'une assistante instructeur à compter de l'exercice 2024. Il avait été indiqué à l'époque que cet avenant devait être signé entre Saint-Malo Agglomération et chaque commune, ce qui implique que ces dernières délibèrent au préalable afin que les maires puissent être en mesure de le faire. Afin de tenir compte des modifications, un avenant à la convention est annexé qu'il conviendra de retourner à Saint-Malo Agglo, complété et signé. Donc c'est la raison pour laquelle on vous demande d'approuver ou non les termes de la convention à intervenir entre Saint-Malo Agglomération et la commune de Mougnac-Morvan et d'autoriser le maire ou son représentant à signer la dite convention, ainsi que tous les documents liés à cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce sujet? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Vote à l'unanimité. La délibération numéro 18, avenant à la convention d'adhésion au Conseil d'architecture et d'urbanisme d'Ille-et-Vilaine, appelé CAU 35. Le département d'Ille-et-Vilaine met au service des collectivités qui le souhaitent un service de conseil en architecture et urbanisme. Il peut être mis en place via la signature d'une convention. La participation financière de la collectivité n'intervient que si cette dernière sollicite les services du CAU 35. Le conseil municipal est invité à valider la convention annexée et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? On vote à l'unanimité. Alors, je vais passer la parole à Daniel Stern. La convention suivante concerne le renouvellement de la convention pluriannuelle avec le club nautique Brest-Rance. Donc, la convention pluriannuelle entre le club nautique Brest-Rance, basé à Saint-Sulpice, et la commune de Mougnac-Morvan arrive à son terme et il convient de la renouveler pour une durée choisie de 3 ans. Le partenariat mis en place permet aux enfants et aux résidents de la commune de pratiquer des activités nautiques à des tarifs préférentiels. La commune de Mougnac-Morvan apporte son soutien au club nautique Brest-Rance par la commande de séances de voile scolaire et d'éducation à l'environnement pour les élèves de cycle 2 et 3 scolarisés dans les 2 écoles de notre commune.
Chaque élève de CM1 et CM2 bénéficie ainsi de 6 séances dans l'année. Donc, je vais rappeler les tarifs qui sont dans l'annexe. Les séances de voile scolaire est de 15,50 € par élève et par séance, et sur une durée d'une demi-journée. Le tarif d'une séance d'éducation à l'environnement, 8 € par élève. Alors, également, le club nautique s'engage également à pratiquer des tarifs préférentiels pour le centre de loisirs, à savoir 15,50 € par enfant pour une séance de 2 heures. Et pour les résidents miniacois, bien sûr, en présentant un justificatif de domicile, une réduction de 15% sur les activités proposées pendant les vacances scolaires, Toussaint, Pâques et été, étant fermé l'hiver. Les modalités financières. La commune de Mignac-Morvan versera une provision au club nautique Bresse-Rance proportionnellement à la population municipale de l'année N-1 à hauteur de 2 € par an et par habitant. Un acompte de la moitié de la provision sera versé au premier trimestre de chaque année pour soutenir la trésorerie du club pendant les mois d'hiver où le club est fermé. Durée de la convention. Donc, la présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2026, sauf dénonciation expresse adressée 3 mois à l'avance par l'une des parties à l'autre, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le renouvellement de la convention et sur les modalités financières proposées. Y a-t-il des questions? Donc, le conseil municipal est invité à approuver la convention entre la commune et le club nautique Bresse-Rance telle que présentée et d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de cette affaire. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Pour l'unanimité. Alors, je reprends la délibération numéro 020, convention de mise à disposition du terrain synthétique et ses équipements du stade Jean Fantou 2 avec le district de football d'Ille-et-Vilaine et la Ligue de football de Bretagne. Dans le cadre de sa politique de développement des actions en faveur du sport, et plus précisément de l'aide apportée aux associations sportives, la commune de Mignac-Morvan a décidé de soutenir le mouvement sportif par la mise à disposition d'équipements sportifs municipaux ou locaux administratifs. Vu la demande de subvention de la commune faite auprès de la Ligue de football amateur pour la création d'un terrain en gazon synthétique, stade Jean Fantou, vu la notification en date du 11 décembre 2024 de la Ligue de football amateur accordant à la commune une subvention de 23 000 € au titre du fonds d'aide au football amateur pour la création du dit terrain, considérant que le versement de la dite subvention est subordonné à la signature d'une convention entre la commune et les instances fédérales, alors fédération, district de football d'Ille-et-Vilaine, Ligue de football Bretagne, mettant gracieusement à disposition le stade Jean Fantou 2 pour la mise en place de leurs actions, le conseil municipal est invité à signer une convention donc avec ces différentes entités, selon les demandes formulées par les entités bénéficiaires et en concertation avec la commune, notamment au regard de la disponibilité de l'équipement. De préciser que la convention est conclue pour 4 saisons, incluant la saison en cours. Elle prend effet à compter de sa signature et se terminera le 30 juin 2030. Et en annexe, vous avez les détails de la convention. Est-ce qu'il y a des questions? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? On vote à l'unanimité. La délibération numéro 21, en matière d'urbanisme. Déclaration d'intention d'aliéner pour la parcelle AB 83. D'une superficie de 264 m², située rue des Musotis,
Cette déclaration d'intention d'aliéner a été déposée. Cette déclaration d'intention d'aliéner a été déposée en mairie en date du 24 décembre 2025 par M. Girard Christophe, de Christophe Girard Immobilier, 3 rue de la Libération à Minac-Morvan, et porte le numéro 25 A0061. Le prix de vente est fixé à 27 600 €, avec une commission de 6 400 € à la charge de l'acquéreur, comme mentionné dans la PIR. Il a été demandé, oui, là, ça doit être mieux. Mais vous arrivez à m'entendre quand même? J'essaie de forcer un peu ma bouche. C'est pour la vidéo. Oui. C'est pour la vidéo. Ouais. Il a été demandé un avis au domaine en date du 13 janvier 2026. Il en résulte que la demande d'avis domanial est hors champ réglementaire de l'évaluation domaniale, car la valeur est inférieure à 180 000 €. La commune a fait valoir son intention de préempter par courrier recommandé en date du 6 février 2026, sachant que c'est la toute première fois depuis qu'on est élu, alors non seulement depuis ce nouveau conseil, mais également depuis 2020, que la commune fait valoir son droit de préemption. Je ne sais pas s'il y en a eu dans les mandatures antérieures, mais c'était juste pour vous le signaler. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la préemption de ce bien par la commune, compte tenu de sa situation et de l'intérêt qu'elle présente pour permettre l'agrandissement du parking de l'école publique Le Doris. Le conseil municipal est invité à décider d'acquérir par voie de préemption le bien situé à Lignac-Morvan, rue des Myosotis, cadastré AB83, d'une superficie de 264 mètres carrés. Dire que la vente se fera au prix de 27 600 €. Dire que les frais notariés liés à cette acquisition par droit de préemption sont à la charge de la commune. Là, vous pourrez compléter sur le projet de délibération la mention qui était avec les 3, la commune. Vous allez pouvoir supprimer le paragraphe ou l'alinéa, dire que les frais de bornage liés à cette acquisition par droit de préemption seront à la charge. Là, il n'y aura pas de frais de bornage, compte tenu de la destination du terrain, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte de vente correspondant et toutes les pièces s'y rapportant. Est-ce qu'il y a des questions ou des demandes de précision? Oui. Oui, c'est juste une observation. Bon, effectivement, moi, je trouve ça bien de préempter pour le coup le terrain, en tout cas de l'acheter pour agrandir le parking public, parce que sinon, je sais pas ce qui a été prévu, mais ça aurait causé encore plus de problèmes finalement de stationnement. Et en fait, en passant voir le terrain, je me suis rendu compte, on nous avait parlé plusieurs fois d'un bus en fait qui se garait dans la rue des Myosotis à côté là. Et moi, je pensais que c'était un mini. Je pensais que c'était un minibus en fait. En fait, non, c'est un car de 50 ou 60 places. Pour le transport des. Voilà, ouais. Des enfants, mais pas des enfants d'école primaire. Et c'est vrai que moi, je suis bien la logique d'agrandir le parking pour l'école. Oui. Mais par contre, le fait de garer un car à ce niveau-là, alors qu'on est vraiment à proximité immédiate de l'école, c'est gênant. Donc, on a eu des retours de parents d'élèves. Et j'ai plus pour la part des anciens, mais quand même des anciens qui circulent à pied là, je trouve ça dommage de devoir descendre du trottoir, puisque le car est garé vraiment à cheval sur le trottoir. Donc c'était déjà de base ça se fait pas, mais alors quand c'est un car de 60 places, encore moins. Mais vous parlez d'un car qui stationne en permanence? Effectivement, alors moi je suis passé seulement hier, juste avant de venir pour voir avec qui il est. Mais a priori ça fait longtemps qu'il y est, effectivement, ce car. Voilà, à mon sens, il n'a rien à faire là. Surtout dans cette logique d'agrandir le parking, on sent qu'il y a un besoin de place, on est proche d'une école, et à mon sens, il faut vraiment laisser la circulation aux piétons et aux voitures pour ce endroit-là, quoi. Je profite vraiment juste en fait de l'occasion de parler de cet endroit-là, puisque c'est à 50 mètres de ce futur parking. Donc voilà, je pense qu'il faudrait faire quelque chose pour juste demander au car, parce qu'il y a ailleurs. Donc je pense que la personne se garde devant chez elle. Et on exemple même de Fortin qui se garde pas devant chez elle avec le car, sinon ça va être un gros bordel. Il y a des parkings à côté et je pense qu'il faudrait
et Et faire quelque chose. normalement, elle ne devrait plus se là. Elle a été avertie. Normalement, elle met ça sur le parking du cimetière. Et moi, je l'ai constaté là-bas, son cas. Donc, c'est revenu. On va aller voir la personne. Ouais, voilà. On va retourner la voir. C'est le but, hein, c'est vraiment Non, mais vous avez raison de pour retourner la les, hein. pour les habitants et les riverains, ils ont C'est vrai que son car n'a rien à faire là. Il y a eu d'autres, dans le passé, d'autres chauffeurs de car qui habitaient la commune, qui avaient d'autres solutions. Exactement. Surtout dans le centre-bourg, quoi. Après, ailleurs, ça se discute, mais là, D'accord. On en prend note. Juste combien de places ça va faire en plus? Pardon? Combien de places de parking Je sais pas. va y avoir en Je sais plus? pas. On n'a pas calculé, On a mais réfléchi bon, encore. voilà, c'est déjà assez restreint parce que c'est que les professeurs qui sortent de ce côté-là, les maîtresses, et puis le matin, ça tourne, c'est pas trop facile. C'est pour ça qu'on préempte là-dessus. Pour qu'il y ait davantage de places, on n'a pas calculé au juste, mais il va y avoir une dizaine de places, quoi, supplémentaires. Alors, on préempte parce que le terrain étant constructible, c'est un terrain à bâtir, donc on l'achète en prix de terrain à bâtir. Vous allez me dire, vous n'aurez pas tort, que c'est un peu cher pour un bus de parking, mais si on n'avait pas préempté, la personne, le particulier, pourrait très bien le vendre à quelqu'un d'autre qui aurait pu faire une maison, puisqu'il y a possibilité d'édifier une maison. Même si l'accès donne directement sur une partie du parking ou sur la voie qui dessert l'école, en sens unique en plus. C'est la raison pour laquelle on a décidé de préempter. Au prix fort, on n'a pas le choix. Et comme c'est une agence, on se paye plein pot et les frais d'agence par en supplément. On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? On vote à l'unanimité. Ensuite, toujours en matière d'urbanisme. Alors, demande d'acquisition d'une partie de la parcelle ZK 58. Alors, cette délibération, on va la retirer de l'ordre du jour de ce soir, dans la mesure où la commune a eu connaissance dans la journée d'éléments complémentaires qui mettent en cause le déroulé de cette délibération. Donc, pour l'instant, on l'enlève et on la reverra peut-être plus tard en poursuivant le dialogue avec les parties concernées. Ça va être bon. Donc, vous prenez acte qu'on enlève de l'ordre du jour cette délibération numéro 22. Donc, c'était pour le chemin d'Hainaut. On y reviendra plus tard. En délibération numéro 23, urbanisme, cession de 29 lots à bâtir pour le Chloratel. Alors, elle annule et remplace la délibération 2025-051. Donc, ce lotissement comprend 29 lots à bâtir, situés rue de la Liberté, cadastrés F492, F493 et F499, pour une surface totale de 10 345 mètres carrés. Ces lots seront viabilisés, c'est en cours. Étant donné que cette emprise appartient au domaine public, il a été demandé un avis au domaine. Ceux-ci ont estimé l'ensemble des lots à 1 552 000 hors taxes le 19 mai 2025, soit 150 € le mètre carré avec une marge d'appréciation de 10%. Il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce dossier. Le Conseil municipal est invité à annuler et remplacer la délibération 2025-051. Se positionner quant à la vente des 29 lots du futur lotissement communal de Chloratel, cadastrés donc F492, 493 et 499. De donner un accord de principe pour la cession des lots sans la marge de 10%, soit au prix de 150 € hors taxe le mètre carré. Dire que les frais notariés liés à cette cession seront à la charge de l'acquéreur. Dire que les frais de bornage liés à cette cession sont à la charge de la commune. Et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte de vente correspondant et toutes les pièces s'y rapportant.
Est-ce qu'il y a des questions, des demandes de précision? Oui. Oui, merci. Elle a été annulée pourquoi la délibération 2025 là Par rapport au prix, parce qu'on a jugé que le prix demandé au départ, qui était de 180 € hors taxe, était un peu rédhibitoire pour certaines catégories de population. Ok. Donc c'est pour ça qu'on a préféré avoir un tarif plus accessible, notamment aux primo-accédants, en faisant un prix 150 € hors taxe, 20% de TVA, ce qui fait un prix taxe comprise de 180 €. Alors qu'avant, on était à 180 € plus la TVA. Moi, je donnerais du coup à me déporter pour ce vote, je voterai pour Richard. Comment? Je vais me déporter pour ce vote. Et Oui, je voterai seulement Oui, pour d'accord. Richard. Et c'est vrai que pour le prix, ça n'avait pas été annoncé clairement si c'était hors taxe ou TTC sur la précédente. Oui, au départ aussi, en même temps. Mais la TVA, la commune est passible de la TVA, donc on est obligé de la répercuter dans le D'accord, on va faire un pareil. C'est tout bon. D'accord. Donc on va passer au vote. Alors il y a Mathieu qui ne participe pas au vote. C'est ça? Oui. Puisque vous êtes partie prenante. Donc il n'y a pas d'abstention. Il n'y a pas de contre. Donc vote à l'unanimité, moins Mathieu qui ne participe pas au vote. Parce que ne pas participer au vote, c'est encore une différence par rapport à une abstention. Ensuite, on arrive à Jean-Marie Loin. 1, 2, 2. Donc, délibération 2026-024, ressources humaines. Création de 3 emplois permanents à temps complet, catégorie C. Donc, je rappelle au conseil municipal que conformément à l'article L 313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Ainsi, il appartient à l'Assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. De même, la modification du tableau des effectifs, afin de permettre des avancements de grade, relève de la compétence de l'Assemblée délibérante. J'expose aux membres du conseil municipal qu'il convient de créer 3 emplois permanents sur le grade d'adjoint territorial relevant de la catégorie C à compter du 1er mai 2026. Alors, je vais donner quelques explications. Cette demande avait déjà été évoquée lors de la commission ressources humaines du 18 novembre 2025. Il s'agit des services techniques, 3 agents qui sont en statut contractuel, mais en statut contractuel pour, non pas remplacement, mais pour accroissement d'activité. Quand on est sur un CDD en accroissement d'activité, on a le droit de le renouveler 2 fois et sur une période maximum de 18 mois. Contrairement au CDD de remplacement où on peut le renouveler, il n'y a pas de limite dans les renouvellements. Ça avait été approuvé à l'unanimité lors de la commission RH. Il y a déjà un premier emploi qui a été créé sur le conseil municipal de décembre. Là, on arrive en fait aux 18 mois au 30 avril. Sur 3 agents qui donnent toute satisfaction, qui ont les qualifications nécessaires, CACES, permis poids lourd, et sur lesquels, en effet, quand on échange avec Jean-Yves Massé, adjoint aux travaux, services techniques et aux 2 responsables, forcément, la commune est grande et on ne peut pas se permettre que ces agents-là nous quittent. Donc l'objectif, c'est stabiliser les effectifs et fidélité des agents qui répondent bien aux besoins. Donc il a été proposé de les stagiairiser. C'est-à-dire c'est la première étape où un contractuel devient fonctionnaire. Ça dure 1 an, la stagiairisation, avec 3 entretiens qu'ils ont. Et au bout de ces 3 entretiens et au bout d'1 an, ils sont titularisés ou pas. Tout dépend bien sûr de la qualité du service rendu. Je voulais préciser un peu l'historique. D'accord. Donc, ces 3, ça nous fait
passer l'effectif total des services techniques, comme ça vous avez l'information, à 10 agents, d'accord, et 10 agents du coup qui sont stabilisés puisque du coup on a des contractuels. Tous les autres agents sont titulaires, à part les 3. Je vais continuer la lecture de la délibération et après bien sûr je serai disponible pour répondre à vos questions. Donc, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Considérant la nécessité de créer 3 emplois permanents, compte tenu des besoins grandissants sur la commune, le conseil municipal est invité à modifier le tableau des emplois et ainsi procéder à la création du poste tel que proposé ci-dessus. Prendre en considération les dispositions de la présente délibération, qui prendront effet officiellement à compter. Alors, on met le 1er mai, parce qu'il y a toujours un délai par rapport à la préfecture, d'accord ? Il y a la délibération, mais après, il y a le délai préfectoral. Et autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'application de cette délibération. Donc, s'il y a des questions, non, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On sait que c'est un besoin qui a fait de toute façon à durer maintenant, il y a des besoins de Minac dans la durée de toute façon. Oui, oui. La commune est grande. Voilà, c'est ça. Ça évite comme c'est fait des fois pour les chemins, de faire appel à des prestataires extérieurs. On a des lotissements qui ont été cédés à la commune, donc on récupère davantage de bourse. On a récupéré des lotissements qui n'étaient pas à la commune avant. L'entretien a été fait par les promoteurs. Donc là, maintenant, on a davantage de boulot. Tel que, en plus, la rue de la Liberté qui a été aménagée et tout. Donc on a une charge de travail supplémentaire. Et comme il y a également dans nos priorités les hameaux, avec notamment des travaux aussi sur les hameaux, notamment de voirie ou de voie douce. Donc à chaque fois qu'on peut plutôt mobiliser les services techniques de la commune que de faire appel à des prestataires extérieurs, c'est toujours plus intéressant. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Vote à l'unanimité, merci. Donc la délibération suivante 2026-025 est complémentaire, puisqu'en fait, suite à notre délibération qu'on vient de prendre, on réactualise à chaque fois le tableau des effectifs des emplois permanents. Alors par confondre les emplois permanents avec le total des effectifs, puisque dans les effectifs, il y a toujours des contractuels. Aujourd'hui, il y a 54 agents, d'accord, sur la commune. Il y a 45 qui sont dans le tableau des emplois permanents. Sur les 45, il y a 36 titulaires et il y a 8 stagiaires. Et vous verrez qu'il y a 2 postes vacants qui font l'objet de recrutement actuellement dans le tableau. Donc j'expose au terme de l'article S 313.1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'Assemblée délibérante qui détermine ainsi l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Voilà, je vous laisse, je pense que vous avez lu les articles et les paragraphes suivants. Le Conseil municipal adopte tout au long de l'année des délibérations de création, modification ou suppression d'emplois qui modifient le tableau des effectifs des emplois permanents. Dans ces conditions et pour des raisons de transparence et de saine prévision budgétaire, il apparaît indispensable de disposer d'un tableau reprenant l'ensemble des emplois permanents de la collectivité préalablement à l'adoption du budget prévitif. Il est donc proposé au Conseil municipal d'adopter le tableau des effectifs des emplois permanents joint à la présente délibération. Donc vous verrez qu'il n'y a pas de nom, c'est pas nominatif. La première colonne, c'est uniquement la délibération, c'est-à-dire l'année où elle a été prise et le numéro de la délibération. Et vous verrez qu'il y a 2 lignes où c'est marqué pour le moment vacant. Donc on est bien sur des fonctionnaires, stagiaires ou titulaires.
Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 82/13, vu le Code général de la fonction publique, vu les décrets portant statut particulier des cadres d'emploi et organisant les grades s'y rapportant pris en application des articles 411-1, 411-6, 415-1 et 415-3 du Code général de la fonction publique, considérant le besoin de la collectivité territoriale de disposer d'un tableau des effectifs des emplois permanents à jour, le conseil municipal est invité à approuver le tableau des effectifs des emplois permanents de la collectivité à compter du 1er mai 2026, comme suit. Donc, on rappelle la filière, c'est la filière technique, on est bien sur des catégories C, on est bien en cadre d'emploi sur des adjoints territoriaux, et on est bien, je dirais, sur un temps de travail à temps complet. Donc, on met si la délibération est adoptée, l'emploi devient pourvu et ça devient le tableau qui est en annexe qu'on vous a joint. C'est le nouveau tableau des emplois permanents au 1er mai 2026. Est-ce qu'il y a des questions sur ce tableau, sur cette annexe? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Vote à l'unanimité. Merci. Alors, j'en arrive à la délibération numéro 26. État récapitulatif 2025 des indemnités des élus. L'article R 2123-24-1-1 du Code général des collectivités territoriales impose aux communes d'établir chaque année un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal au titre de tout mandat et de toute fonction exercée en leur sein et au sein de tout syndicat mixte ou pôle métropolitain et au sein de toute société d'économie mixte ou société publique locale. Alors, vu le Code général de la fonction publique, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2123-24-1-1 relatif à l'état récapitulatif annuel des indemnités perçues par les élus, vu la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, considérant l'obligation de présenter à l'état annuel des indemnités perçues par les élus siégeant au conseil municipal, ce dernier, après en avoir délibéré, décide de prendre acte de l'état annuel des indemnités versées aux élus locaux qui lui a été présenté. Donc le premier tableau vous reprend dans le détail et dans sa totalité l'ensemble des indemnités versées à tous les élus en 2025, sachant qu'il y a eu des changements de délégation, il y a eu des démissions d'adjoints, des nouvelles nominations, etc. Si bien que tout le monde n'a pas forcément le même chiffre. Donc là, je précise qu'on parle de total d'indemnités brutes annuelles. Donc pour un adjoint à temps plein toute l'année 2025, et le montant est de 9 076,08 €. Pour Monsieur le maire, 24 663,12 €. Pour un conseiller délégué toute l'année, 2 959,56 €. Et quand vous avez des chiffres inférieurs, ce sont des élus qui ont démissionné en cours d'année ou d'autres qui ont été nommés adjoints en cours d'année. Le tableau suivant fait état des indemnités des élus de Saint-Malo-Aglo. Donc là, le sujet est simple. Saint-Malo-Aglo ne rétribue que les vice-présidents en dehors du président. Donc, monsieur le maire, en tant que vice-président d'une commission, à hauteur de 18 891,84 €, toujours en brut. Et également pour l'indemnité des élus pour les autres corps. Donc, monsieur le maire, qui est aussi délégué. Là, le chiffre n'était pas renseigné, donc vous allez pouvoir le compléter, s'il vous plaît, à hauteur de 5 825,40 €. 5 825,40 €.
toujours en indemnité brute. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions par rapport à ce tableau? Sachant qu'il n'y a pas vraiment de vote là-dessus, simplement que le Conseil en prend connaissance et en prend état. Et s'il y a des observations, c'est le moment. Non? Donc, ensuite, la numéro 27. En matière de finances, indemnité de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués. Donc, il convient, à l'issue des élections de 2026, d'actualiser le tableau récapitulatif des indemnités des élus annexé à la présente délibération. Donc, il est rappelé au conseil municipal que les maires bénéficient à titre automatique, sans délibération, d'indemnités de fonction fixées selon le barème énoncé à l'article L 2123-23 du Code général des collectivités territoriales. Toutefois, le conseil municipal peut, à la demande du maire et par délibération, fixer pour celui-ci une indemnité inférieure au barème. Pour une commune de 3500 à 9999 habitants, donc strate à laquelle appartient la commune de Minec-Enfant, le taux maximal de l'indemnité de fonction d'un maire est fixé à 58,3% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Le taux maximal de l'indemnité de fonction d'un adjoint est fixé à 23,32% de ce même indice terminal de la fonction publique. Les conseillers municipaux titulaires d'une délégation de fonction et les conseillers municipaux non titulaires d'une délégation peuvent bénéficier d'une indemnité de fonction dont le taux maximal ne peut être supérieur à 6% du même indice, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale, calculée sur la base du nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l'article L 2122-2 dans la version en vigueur depuis le 24 décembre 2025. Il y a eu des modifications qui ont été apportées au Code général des collectivités territoriales en fin d'année par vote au Parlement ou au Sénat, qui a donc augmenté légèrement ces fameux pourcentages que je viens de vous citer, qui étaient précédemment de 55% pour le maire, de 22% pour les adjoints et toujours 6% maximum pour les délégués. Je rappelle également que la délibération prise lors de l'installation du conseil municipal du 20 mars 2026 porte le nombre d'adjoints à 7, le même chiffre que précédemment, et que l'enveloppe globale est calculée sur le nombre maximal théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner, sachant que 30% est le maximum d'adjoints, de 27 est donc égal à 8. Donc l'enveloppe est calculée non pas par rapport à 7 adjoints plus le maire, mais par rapport à 8 adjoints en théorie plus le maire. Alors, vu les articles L 2123-23 à L 2123-24.1 du Code général des collectivités territoriales, vu le décret numéro 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, vu la délibération numéro 2026-11 du 20 mars 2026 fixant le nombre d'adjoints à 7, considérant l'obligation de respecter l'enveloppe indemnitaire globale composée du montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires, aux adjoints et conseillers délégués en exercice, considérant que le montant des indemnités est fixé comme suit. Donc, pour monsieur le maire, enveloppe de base 58,30%, la proposition est de 58%, on lui rogne simplement 0,30% avec son accord. Les adjoints, 23,32% en maximum, donc pour permettre de payer les conseillers délégués, c'est réduit à 20%, et les conseillers délégués à 5,20%.
Il convient donc de modifier le tableau récapitulatif de l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal de la commune de Minac-Morvan. Il est précisé que ces indemnités seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice et que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal. Le conseil municipal est donc invité à fixer le montant des indemnités de fonction du maire à 58% de l'indice brut terminal de la fonction publique, des conseillers adjoints à hauteur de 20% du même indice et des conseillers délégués à hauteur de 5,20% du même indice, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents liés à cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce qu'il y a des comptes? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, trois abstentions, je ne me trompe pas. Donc, c'est la même configuration que tout à l'heure. Création de la commission finances. Les commissions municipales sont des groupes de travail constitués d'adjoints et de conseillers municipaux. Elles n'ont pas de pouvoir décisionnel, sauf la commission d'appel d'offres. Elles étudient des questions pouvant être soumises au conseil municipal et le maire est de droit le président de toutes les commissions. Alors, il est proposé seulement ce soir la mise en place de la commission finances. Les autres commissions, elles seront débattues au prochain conseil. Alors, pourquoi uniquement celle des finances? Parce que celle des finances va précéder le vote du budget qui aura lieu fin avril. Alors, je ne peux pas encore vous donner la date exacte. On avait avancé une date, mais je ne pense pas qu'on soit capable de la respecter, compte tenu du délai de 12 jours indispensable pour la transmission des documents en matière de budget. Donc, c'est la raison pour laquelle ce soir, on n'évoque que la commission finances. Donc, il y a normalement 5 titulaires et un suppléant. Alors, si on peut reprendre, s'il te plaît, le tableau, et donc sachant que les gens qui ne font pas partie de la majorité sont appelés également à siéger dans cette commission. Alors, commission finances. Donc, j'ai rappelé que le maire est président de toutes les commissions. Défaut, c'est l'adjoint délégué. Donc, en l'occurrence, ce sera moi, en tant que premier adjoint. On a prévu pour les finances Nathalie, deuxième adjoint, Jean-Yves Boulois, Sandra. On a prévu Isabelle et Daniel Stern en suppléant. On laisse une place pour la minorité, en vous laissant le soin de savoir qui de vous trois, que malheureusement M. Michel n'est pas là, qui de vous trois, entre Mathieu, entre Sylvie ou Richard, enfin Richard, je suis pas surpris. Donc on prend note. Voilà, donc la commission finances est constituée. Et on peut mettre également un suppléant pour la minorité. En cas d'absence de Richard. Donc, tout le monde est d'accord sur cette proposition. Pas d'observation. Autre. Pas de compte. Pas d'abstention. Donc, vote à l'unanimité. L'indemnité d'éviction pour les terrains de la rue d'Abat. Enfin, les gailles de Montlois. Donc, c'est relatif au prochain village senior. Donc, la commune de Minac-Morvan a acquis les parcelles AB 1266, AB 232 et F 1512 pour une superficie totale de 2 hectares, 63 arts, 59 centiares
exploité par le GAIC de Montlois du Minac-Morvan et représenté par Monsieur Huet Christophe. Un protocole en date du 25 février 2014 a été conclu pour une durée de 2 ans, renouvelable annuellement par tacite reconduction entre le préfet, la direction régionale des finances publiques, la Chambre d'agriculture, la FDSEA d'Ille-et-Vilaine, le Conseil général d'Ille-et-Vilaine, l'AMF 35 et l'AMR 35. Il permet dans les différents cas, entrant dans son champ d'application, de définir une méthode d'indemnisation destinée à réparer les préjudices pour les exploitants agricoles énoncés à l'occasion d'opérations immobilières. L'actualisation annuelle applicable s'étend du 1er janvier au 31 décembre 2026 et concerne l'indemnité d'éviction à l'hectare en fonction du revenu cadastral moyen à l'hectare, l'indemnité arrière fumure qui s'y ajoute. L'exploitant du GAIC de Montlois sera indemnisé de la façon suivante à hauteur de 1 € le mètre carré. Pour la parcelle AB 1266, ça fera donc 12 094 mètres carrés. La parcelle AB 232, 10 330 mètres carrés. Parcelle F 1512, 3 935 mètres carrés. Donc, la même chose en euros, puisqu'on est à 1 € le mètre carré, soit un total de 26 359 €. Oui, mais je transforme en euros, parce que là, il va y avoir des euros que des mètres carrés. Il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer. Le conseil municipal est invité à attribuer au GAIC de Montlois du Minac-Morvan l'indemnité d'éviction telle que définie ci-dessus pour un montant total de 26 359 €. Dire que cette dépense sera imputée sur le budget de la commune compte 65 888 et d'autoriser le maire à signer tous les documents à intervenir dans ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Des demandes de précision? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des comptes? Est-ce qu'il y a des abstentions? On vote à l'unanimité. Ensuite, vous avez en information différents documents et on revient sur la délibération qui est posée sur la table, la numéro 30, qui est relative aux attributions de fonctions des adjoints et des conseillers délégués. Donc, normalement, chacun d'entre vous a été le destinataire à son emplacement de ce projet de délibération. Donc, pour le premier adjoint, Daniel Garçon, matière de finances, budget, fiscalité et gestion du cimetière. Pour Nathalie Michel, deuxième adjointe, marché public, subvention, équipement, environnement. Jean-Yves Massé, troisième adjoint, voirie, travaux, bâtiments, sécurité. Nadia Tertrey, quatrième adjoint, CCAS et l'action sociale dans sa globalité. Jean-Yves Blouin, cinquième adjoint, ressources humaines et restauration scolaire. Sandra Massé, sixième adjointe, sport, association. Hubert Gauger, septième adjoint, culture, communication. Dans les conseillers délégués, Daniel Stern, conseiller délégué auprès de Jean-Yves Blouin pour l'enfance, jeunesse, vie scolaire et le CME, donc le Conseil municipal des enfants. Martine Fortin, conseiller délégué, adjointe également à Madame Tertrey au titre du CCAS et également au titre des chemins. Manuela Ferron, conseiller délégué CCAS et également le CME, en appui à Monsieur Stern. Michael Georges, conseiller délégué auprès de Monsieur Jean-Yves Massé, mobilité, mais pas que la mobilité. On a mis mobilité pour le croire que Jean-Yves avec un titre trop important. Matelin Robidoux, conseiller délégué auprès de Sandra Massé pour le sport et association. Sylvie Martin, conseillère déléguée à la fois pour les hameaux, les commerces et les marchés. Isabelle Canudal, conseillère déléguée cadre de vie, environnement.
Claudine Coquelin, conseillère déléguée, également auprès du CCF, que c'est quand même un gros portefeuille, et également pour la vie scolaire, en appui. Et enfin, Pierrick Truelland, conseiller délégué auprès de la culture et animation et festivités. Et le conseil municipal est invité à valider les attributions des fonctions aux adjoints et au conseiller délégué de la commune de Minocamp. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des observations? On va passer au vote. Qui est contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, 3. 4. Donc, merci pour votre attention. Je crois que on a épuisé le sujet. Donc, je compte en clôturant cette session du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions diverses que vous auriez souhaité évoquer? Non? A priori, non. Peut-être parce qu'il y a des temps au prochain conseil, Hubert, tu peux rappeler les commissions. Pour le prochain conseil, si on veut, finance, on l'a fait. Donc, alors, pour le prochain conseil, donc voilà les commissions. Travaux, voirie, bâtiments publics. Donc, président Jean-Yves Massé. Membres Nathalie, Michael, Sandra, Isabelle et Sylvie. Donc, s'il y a des... On ne fait pas ce soir. Donc, prenez note. Commission appel d'offres. Président, c'est Olivier. Les membres, Daniel, garçon, Pierrick Truelland, Michel, Jean-Yves Massé, et Michael Georges. Commission sécurité incendie. Président, le maire, Olivier Pompin. Membres, donc Jean-Yves Massé, Pierrick Truelland, Jean-Yves Blouin, Michael Georges. Commission et participation citoyenne. Président, Daniel Stern. Membres, Jean-Yves Blouin, Hubert Gauger, Gisèle Thieland. Non, je m'abstiens. Non. Non. Voilà. Manuela, Guillaume Bousson et Claudine Coquelin. Commission PLU, cadre de vie environnement, président, toujours pareil, Olivier Pompin, le maire. Membres Nathalie, Isabelle, Sandra, Daniel Stern, Michael Georges, Gisèle, non plus. Voilà. Donc Hubert Gauger et Jean-Yves Massé en suppléant. Commission association sport et loisirs, présidente Sandra Massé, membres Madeleine, Jean-Yves Blouin, Claudine, Nadia, Pierrick et Guillaume Mousson. Commission culture et communication, président moi-même, donc Hubert Gauger, membres Pierrick, Michael, Lucie en suppléante, et il y avait encore Gisèle, voilà, non plus. D'accord. David et Martine. J'en ai encore 2 ou 3 derrière. Commission enfance, vie scolaire, jeunesse. Président Daniel Stern. Membre Jean-Yves Blouin, Claudine, Isabelle, Manu et Nadia. Commission RH, qualité de vie au travail, président Jean-Yves Blouin, membre Daniel Stern, Sandra, Claudine suppléante, et autres membres Daniel Garçon et Nathalie. Commission CCAS, président Olivier Pompin, et donc les membres Nadia, Manu, Martine, Gisèle, Claudine
Sylvie, Daniel, et donc, on a marqué Sylvie Vortel. Donc après, il y aura toujours possibilité donc, de se positionner au prochain conseil. Et les commissions se réunissent tous les combien? Combien de fois? Dans l'année. Deux fois dans l'année en Ça moyenne. dépend des commissions. C'est en fonction Ça dépend des commissions. Oui. Commission spéciale, peut-être. Une commission, enfin, le premier objectif souvent d'une commission, c'est de préparer des délibérations qui vont arriver au prochain conseil. C'est l'exemple de la commission des finances. Mais à tout moment, une commission peut se réunir par rapport au thème, quoi. Hein. C'est pas uniquement pour préparer des délibérations. Ça peut être ponctuel sur un projet bien précis. La commission doit aider aussi à piloter des projets, quoi. Même s'ils sont pas dans la délibération du conseil qui suit, quoi. Donc, il vous est demandé de vous positionner au prochain conseil pour faire partie ou pas de ces différentes commissions. Merci. Merci pour votre participation. Bonne soirée à tous.